90, par une soirée d'octobre, Rob Chamberlain et un de ses amis empruntent la route de Glen à Anchorage, en Alaska, pour se rendre dans un restaurant de la région. Alors qu'ils s'approchent de la sortie, Chamberlain entend un fort craquement. Il se retourne et découvre un trou dans la lunette arrière. Il aperçoit alors son ami Jeffrey Kane, âgé de 20 ans, effondré sur son siège et couvert de sang. La balle est entrée par l'arrière du crâne et est ressortie par devant. La mort a été instantanée. Les parents de Kane sont convoqués sur les lieux. Je ne comprenais pas pourquoi c'était Jeff qui avait reçu cette balle. Je me disais plutôt, il y a d'autres gens, pourquoi ne pas tuer les méchants? Jeff est programmateur en informatique et on ne lui connaît aucun ennemi. Le conducteur, Rob Chamberlain, affirme qu'il ne sait absolument pas pourquoi ils étaient visés. On a d'abord pensé à une affaire de drogue qui aurait mal tourné. Quelqu'un aurait pu suivre ce jeune homme et provoquer ce genre d'incident. On a tout fait pour en savoir plus. Étiez-vous visé pour une raison évidente? Étiez-vous mêlé à quelque chose? Est-ce que vous avez des ennemis? Avez-vous été mêlé à quelque chose qui aurait conduit quelqu'un à vous viser? Non loin de l'endroit d'où l'on a tiré, la police découvre une douille sur le bas-côté de la route. La balle provenait sans doute d'un autre véhicule qui roulait dans la même direction que le véhicule visé. La douille provient d'un fusil d'assaut semi-automatique, un Heckler & Koch, plus précisément un HK-91. La police se demande si le coup de feu est intentionnel ou accidentel. Ils avaient peur qu'il y ait un tireur en liberté, vu qu'ils ne connaissaient pas le mobile de ce coup de feu ni les circonstances exactes. Tout ce qu'ils savaient, c'est que quelqu'un avait tiré et causé la mort d'un jeune homme sur la route. C'est assez terrifiant de se dire qu'on peut être en train de rouler et se faire tirer dessus. C'était un moment très délicat. On savait qu'il y avait un tireur quelque part et qu'il venait de causer la mort d'une personne. La police ayant peu d'éléments, elle prévient la population, par le biais des médias locaux, pour que d'éventuels témoins se manifestent. À mon avis, il ne s'agit pas d'une balle perdue. Quelqu'un visait cette voiture. Pourquoi cette voiture en particulier, on n'en sait rien. Mais personne ne signale quoi que ce soit d'inhabituel. Il n'y avait pas beaucoup de circulation sur l'autoroute en direction d'Anchorage à ce moment-là. Par conséquent, aucun passager d'un autre véhicule n'a appelé la police pour dire « Je viens de voir quelqu'un tirer un coup de feu depuis une voiture ». L'enquête vient à peine de commencer qu'elle piétine déjà. Il y avait un nombre illimité de suspects. Sur le moment, on n'avait pas la moindre idée de l'identité du coupable. On ne savait pas pourquoi cette voiture avait été visée. À ce stade, la question restait totalement ouverte. La famille et les amis de la victime essaient de comprendre pourquoi ce coup de feu a coûté la vie à Jeff Kane. Des jeunes qui conduisent trop vite. Peut-être un accident de voiture, mais jamais de coup de feu sur le passager d'une voiture. C'est quelque chose qu'on lit dans les journaux à Los Angeles, pas en Alaska. La douille, trouvée sur le bord de la route, donne à penser à la police que Jeff a été touché par une balle tirée depuis une autre voiture. Il semble que le tireur ait attendu que la voiture quitte l'autoroute et ralentisse avant de tirer la balle fatale. À mon avis, ce qui s'est passé, c'est que les suspects ont suivi le véhicule de la victime jusqu'à ce qu'ils puissent être sûrs de leur coup. Le lendemain matin, les journaux locaux parlent du fameux coup de feu. Lorsque George Kerr, 19 ans, voit les nouvelles, il se voit contraint d'appeler la police. Est-ce que je peux expliquer ma situation? Ces deux garçons étaient plus ou moins des amis à moi. En général, je suis pas du genre à balancer les copains, mais là, c'est trop grave. Je n'ai pas le choix. George Kerr déclare à la police que le soir du drame, il se trouvait à bord d'une voiture en compagnie de deux de ses amis, Sheila et Gustafson. Quelques heures plus tôt, les trois garçons avaient fait l'acquisition d'un fusil d'assaut semi-automatique de marque Heckler & Koch, modèle 91. C'est une arme de guerre redoutable fabriquée en Allemagne, tirant au coup par coup ou par rafale des munitions de calibre 7,62. Ravis de leur achat, les trois garçons roulent sur une autoroute proche d'Anchorage pour rentrer chez eux lorsqu'une voiture fait une manœuvre imprudente que le trio interprète comme une queue de poisson. Ça a mis RD en rage. Alors il s'est tourné vers Gustafson et il a dit « Descends cet abruti !» Kerr affirme que Gustafson a pris le fusil et tiré un seul coup en direction de la voiture.
Kerr prétend qu'il ne savait pas que quelqu'un avait été touché jusqu'à ce qu'il lise les journaux. Est-ce qu'il a vraiment visé avec le fusil? Ah, ça s'est passé très vite, je sais pas, j'étais assis à l'arrière et je lui ai dit de pas faire ça. J'étais persuadé qu'il ne ferait pas une chose pareille. La version de George Kerr concernant le coup de feu est très crédible, parce qu'à ce moment-là, on avait travaillé sur les lieux du crime et sur l'autoroute toute la nuit. Ça correspondait tout à fait avec ce qu'on avait. Il détenait indéniablement des informations dont les médias n'avaient pas parlé. Kerr affirme qu'il ne sait pas ce que Gustafsson a fait du fusil après ce coup de feu. Les enquêteurs ne sont pas entièrement convaincus que Kerr témoignera contre ses amis lors d'une audience publique. À vrai dire, je n'ai jamais fait confiance à George. C'est le genre de personne qui peut se contredire. Il pouvait changer d'avis parce que d'un côté il disait « c'est vraiment affreux, ce garçon ne méritait vraiment pas de mourir ». Mais d'un autre côté, il affirmait que ces deux gamins étaient ses meilleurs amis et qu'ils étaient prêts à mourir les uns pour les autres. Rien ne prouvait que ça s'était passé autrement que ce que racontait George. Vous voyez ce que je veux dire? Alors il ne pouvait pas procéder à une arrestation sur le moment. Pour confirmer la version de Kerr quant à ces événements, la police lui demande de porter un micro caché et d'aller retrouver Chili et Gustafsson. La rencontre a lieu dans un restaurant de l'aéroport international d'Anchorage. Deux policiers en civil se tiennent à proximité. Le dispositif d'enregistrement est placé dans une voiture à l'extérieur. George Kerr a dit des choses du genre « Doug, pourquoi il a fallu que tu tues ce type ?» Et Gustafsson a répondu des choses comme « Je voulais pas, George ». Et le tout confirmait entièrement ce que Kerr avait raconté aux inspecteurs. Mais Gustafsson refuse de dire où il a caché le fusil. Cependant, la police arrête R.D. Chili et Doug Gustafsson pour le meurtre de Jeffrey Kane. George Kerr accepte de plaider coupable, ainsi que de témoigner pour l'accusation en échange de son immunité. En l'absence de l'arme du crime, tout repose sur lui. George Kerr était un élément crucial pour l'accusation. Sans lui, ça aurait été très difficile d'avancer dans l'affaire, me semble-t-il. De plus, c'était un témoin oculaire qui avait assisté non seulement au coup de feu, mais à ce qui s'était passé avant et après. Pourtant, alors que le procès est sur le point de commencer, George Kerr change de version. La police place deux hommes en garde à vue pour la mort par balle de Jeff Kane grâce à des renseignements fournis par un témoin oculaire, George Kerr. Kerr commence par affirmer que Doug Gustafsson a tiré avec un fusil d'assaut sur Jeff Kane à une distance d'environ 10 mètres, entraînant ainsi une mort instantanée. Mais Kerr ne tarde pas à changer de version. Il n'a pas vraiment visé, il a juste braqué l'arme en direction de la voiture. Il prétend maintenant que Gustafsson a pointé l'arme par la fenêtre, tiré à une distance de 200 mètres et touché la voiture. Je pense qu'il a fait ça pour venir en aide à ses amis. Ça leur permettait de dire que ça n'était pas un homicide volontaire, que c'était quelque chose de moins grave, une sorte d'homicide par négligence, d'homicide involontaire. En fait, il essayait de trouver un moyen de calmer ses amis. La douille trouvée sur les lieux indique que l'arme est un fusil d'assaut, un HK-91. Le reçu d'une armurerie locale confirme la version de Kerr selon laquelle Gustafsson a acheté le HK-91 le jour du meurtre. Kerr affirme également que Chili, Gustafsson et lui ont tiré avec ce fusil plus tôt dans la journée en se servant d'un panneau de signalisation en guise de cible. Les enquêteurs découvrent le panneau en question avec 3 impacts. Pour vérifier la version de Kerr, les enquêteurs se tournent vers Robert Shem, expert médico-légal. Ce dernier tire avec un HK-91 dans une plaque de métal de la même épaisseur que le panneau de signalisation. Puis, avec une substance de moulage proche du caoutchouc du nom de microsyle, il prend l'empreinte des impacts de balles sur le panneau de signalisation et de ceux qui proviennent des coups de feu qu'il a tirés pour son expérience. Les moulages sont alors comparés au microscope. Lorsque j'ai retiré le caoutchouc, j'ai pu prouver que les impacts du panneau correspondaient bien au calibre d'un HK-91 et possédaient les mêmes caractéristiques balistiques. L'analyse balistique confirme la version de Kerr, selon laquelle un fusil HK-91 a bien été utilisé
pour tuer Jeffrey Kane. Mais cela ne prouve pas pour autant que le coup de feu ait été tiré intentionnellement, ni à quelle distance se trouvait le tireur par rapport à sa cible. Par chance pour les enquêteurs, la balle fatale a pénétré par la lunette arrière dont la vitre est recouverte d'un film protecteur teinté. Si le véhicule n'avait pas été muni de ce film teinté, le verre cassé de la lunette arrière et de la fenêtre latérale du côté passager serait tombé en morceaux et aurait été sans doute totalement perdu. Le film teinté permet le maintien du verre cassé. Par conséquent, l'impact de la balle est encore visible. Shem retire ce qui reste de la vitre du passager et fabrique un gabarit en carton. Puis il recrée l'impact de la balle. Il place ensuite le gabarit à la place de la vitre du côté passager. Il réalise alors une expérience simple. Il tend une ficelle passant par l'impact de la balle dans la lunette arrière, puis par le trou dans l'appui-tête, et la fait ressortir par l'impact de la vitre du côté passager. Cette expérience nous a permis d'en savoir plus sur la trajectoire. L'angle était d'environ 47 degrés par rapport à l'arrière du véhicule. Si le coup avait été tiré à une distance de 200 mètres, comme l'affirme maintenant George Kerr, l'angle de la trajectoire aurait été d'environ 95 degrés. Mais l'angle de 47 degrés place la voiture du tireur tout près, à une distance comprise entre 7 et 15 mètres. Dans ce cas, les véhicules sont tellement proches l'un de l'autre que ça devient très facile pour Gustafsson de tirer en visant le véhicule de la victime. Lors du procès, George Kerr témoigne contre ses deux amis, mais il maintient que leur voiture se trouvait à 200 mètres de celle de la victime lorsque le coup de feu a été tiré. Ça n'a vraiment rien d'un homicide volontaire. Et sur quoi repose cette affirmation? Il a tiré en direction de la voiture, mais pas dans le but de tuer. Mais l'analyse médico-légale révèle que les deux véhicules étaient séparés par moins de 15 mètres, ce qui signifie que le coup de feu était intentionnel. Sur la base de cet élément, le conducteur R.D. Chili est reconnu coupable d'homicide involontaire. Doug Gustafsson, le tireur, est reconnu coupable d'homicide volontaire. Tous deux sont condamnés à la prison à perpétuité. George Kerr bénéficiant de l'immunité par rapport à l'accusation, il quitte Alaska peu de temps après la fin du procès. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Environ un an après un coup de feu sur une autoroute, un colis est envoyé par la poste à George Kerr. Il porte l'adresse de sa famille à Eklutna, en Alaska. Étant donné que George a quitté l'État, son père décide de l'ouvrir. David Kerr, âgé de 44 ans, est tué sur le coup. La belle-mère de George, Michelle, est grièvement blessée. Elle a de multiples fractures au visage et les tympans percés. Les policiers l'interrogent pendant le trajet vers l'hôpital, persuadés qu'elle ne pourra pas survivre. Michel, ces gens sont de la police. Répétez simplement ce qui s'est passé selon vous. On vous écoute. On a reçu un colis qui était adressé à George. Il avait été posté dans l'État d'Alaska. Je sais que c'était de la part de Doug. Comment savez-vous que ce paquet venait de Doug? Parce que c'est à cause de George qu'il est allé en prison. George a témoigné. Selon Michel, la bombe provient forcément des deux hommes que son beau-fils a envoyés en prison, Doug Gustafsson et R.D. Chili. La bombe n'était pas destinée à faire peur ou à intimider. Elle était faite pour tuer. Et elle a réussi. Sauf qu'il y a eu erreur sur la personne. Doug Gustafsson et R.D. Chili se sont-ils vengés d'avoir été dénoncés par leur ami George Kerr? Bien que cette théorie semble fondée, elle se heurte néanmoins à une lacune de taille. Au moment de l'attentat au colis piégé, les deux garçons croupissaient en prison. Pour tenter d'identifier l'expéditeur de la bombe, Jim Bordenay autopsie le corps de David Kerr. Des fragments de l'engin explosif pourront-ils fournir des indications? Le médecin légiste
extrait une minuscule pièce métallique incrustée dans la poitrine de la victime. Et en l'examinant au microscope, il établit qu'il s'agit d'un morceau de détonateur. Notre laboratoire a fini par réussir à identifier le type de détonateur dont cette pièce faisait partie, ainsi que son fabricant. À qui ce fabricant fournissait-il des circuits semblables? Il s'agit d'une chaîne de magasins d'électronique très répandue. Mais on savait que cette chaîne était représentée à Anchorage. Mais Chili et Gustafson sont tous deux incarcérés à ce moment-là. Comment aurait-il pu faire ça depuis la prison? Comment aurait-il pu y arriver? Voilà le genre de questions qu'on se posait tous. Comment quelqu'un aurait pu faire ça tout en étant en prison? Étant donné qu'en prison, toutes les conversations des détenus sont généralement enregistrées, les enquêteurs découvrent une conversation codée entre Gustafson et sa sœur Peggy. Celle-ci se serait déroulée peu avant l'explosion de la bombe. Et c'est pour réparer ta voiture, hein, n'oublie pas. Dès que tu auras compris comment ça s'enclenche et comment ça se coupe à l'endroit où ça coulisse, tu le mets en place comme je te l'ai expliqué, juste sous la surface. Quand c'est poussé sur le côté, c'est allumé. Et quand c'est au milieu, c'est coupé. D'accord. Très bien. En apparence, tout porte à croire que Doug donne un conseil à sa sœur pour réparer sa voiture. Mais en fait, il s'agit de toute autre chose. Quand on écoute la conversation à plusieurs reprises, il devient évident qu'au cours de cette conversation, Doug donne à Peggy des instructions sur la façon d'installer un circuit pour fabriquer un dispositif explosif artisanal. Ces enregistrements constituent un élément déclencheur. D'autres conversations révèlent que Peggy n'a pas les compétences techniques pour fabriquer l'engin. Elle fait donc intervenir un autre membre de la famille, leur frère aîné, Craig, qui est mécanicien. Apparemment, Peggy et Craig Gustafson croient tous deux que leur frère est innocent dans l'affaire de l'autoroute et que c'est George Kerr le responsable. Pour vous donner une idée de la profondeur de ses émotions et de son désir de vengeance, Peggy Gustafson est alors enceinte de 9 mois. En fait, elle est à 3 jours de la naissance de son deuxième enfant lorsqu'elle va déposer le colis piégé au bureau de poste. Rock Phelps est en prison avec Doug Gustafson et R.D. Chili lorsque l'explosion se produit. Et il sait que les deux hommes voulaient se venger. RD se moquait complètement de la personne qui serait tuée, du moment que George Kerr était tué. Il voulait la mort de George, du petit George, comme il le surnommait. En fait, un certain nombre de détenus nous ont dit qu'ils avaient vu une liste de noms que Raymond Chili avait sur lui en prison. Et Chili leur avait dit qu'il s'agissait de sa liste noire. C'était une liste de gens qu'il voulait tuer. Certains détenus ont pu décrire la liste et affirmer que c'était George Kerr qui se trouvait en première position. Parmi les autres noms qui figurent sur la liste noire, se trouvent ceux du juge et du procureur présents lors du procès. Cela prouve que depuis la cellule de sa prison, Doug Gustafson a longuement prémédité sa vengeance. Quelques jours après l'explosion, Peggy et Greg Gustafson sont convoqués par la police pour être interrogés. Quand on leur fait entendre les conversations enregistrées en prison, ils avouent aussitôt avoir fabriqué la bombe et l'avoir expédiée à la nouvelle adresse de George Kerr avec l'intention de le tuer. Quand Peggy a accepté de coopérer, elle nous a dit dans quel magasin elle était allée, quelles pièces elle avait achetées. Grâce à un vieux reçu du magasin en question, qui ne portait pas le nom de Peggy, on a réussi à identifier la transaction. La date correspondait parfaitement au créneau pendant lequel les pièces qui nous intéressaient avaient été achetées. Cette explosion aurait pu être évitée. Elle n'aurait jamais dû se produire. Les services pénitentiaires ont manqué à leur devoir envers Dave et envers moi. Leur rôle est de protéger la population et pas seulement d'héberger les détenus. Michel Kerr entame une action contre l'État d'Alaska et gagne plus de 11 millions de dollars de dommages et intérêts. Peggy et Craig Gustafson sont tous deux reconnus coupables de complicité dans le meurtre de David Kerr et condamnés à une peine incompressible de 22 ans de prison. Quant à R.D. Chili et Doug Gustafson, ils passeront le restant de leur jours en prison.
Ils ne méritaient même pas de passer devant un tribunal. On aurait dû laisser la famille les emmener et leur tirer dans la nuque. Voilà ce que j'en pense. C'est comme ça qu'on rend la justice en Alaska. On fait les choses un peu différemment par chez nous. Du moins, on les faisait. Au bout du compte, une demi-douzaine de familles auront été détruites. Et selon le procureur, il y aurait eu d'autres victimes si les experts médico-légaux n'avaient pas mis fin aux pulsions meurtrières de Chili et de Gustafson. On ne peut pas s'appuyer uniquement sur la science dans une enquête ou alors dans des cas très rares. On se sert de ce que les gens nous disent, de ce qu'ils savent des protagonistes, et on fait entrer la science en jeu pour mettre tous les éléments en place. C'est comme ça qu'une enquête se construit. Mais sans ça, on en serait encore à la préhistoire des enquêtes en matière de crime. Au cours du procès, la police a révélé des faits nouveaux qui ont éclairé le profil des deux inculpés. Sachez donc que peu avant le meurtre de l'autoroute, Shelai et Gustafson avaient cambriolé un abattoir et qu'ils avaient utilisé une partie de l'argent volé pour faire l'acquisition du fusil d'assaut. Sachez encore que Shelai, le leader du groupe, qui était au volant la nuit du drame, a également été condamné pour agression sexuelle sur une jeune femme, vol de dynamite, menace de mort sur des témoins et tentative de vol à main armée dans un fast-food. Le cumul des peines pour ces délits divers s'est élevé à 60 ans de réclusion. On découvre de l'arsenic dans l'organisme d'une femme assez tôt pour lui sauver la vie. Mais d'autres avant elle n'ont pas eu sa chance. Les enquêteurs doivent maintenant trouver les pièces à conviction à même leurs cendres. L'état de santé d'un patient se dégrade de jour en jour jusqu'à ce qu'il meure. Les détectives croient qu'il s'agit d'un meurtre. Ils doivent arrêter le coupable au plus vite avant qu'il ne s'attaque à quelqu'un d'autre. Une jeune femme est tuée lors d'un tragique accident d'équitation, mais une série d'indices presque imperceptibles laisse croire aux policiers qu'il ne s'agit pas d'une mort accidentelle. La plupart des gens qui meurent empoisonnés ont été tués par quelqu'un en qui ils avaient confiance. Ils ont été les victimes d'une erreur de jugement qui leur a été fatale. Heureusement, il ne faut aux enquêteurs que de l'intuition pour déceler la moindre goutte de poison. En mars 1988, dans la ville rurale de San Angelo, au Texas, les ambulanciers furent dépêchés à la résidence de Lita et Olgie Nobles. Lita déclara aux ambulanciers qu'Olgie et elle avaient tous deux contracté une grippe intestinale. Olgie avait refusé de se rendre à l'hôpital. 3 jours après le début des symptômes, elle l'avait trouvé inconscient. Les ambulanciers constatèrent son décès. Lita Nobles s'était occupée de son mari malade pendant plusieurs mois suite à un grave accident de la route. Il avait la mâchoire cassée et ne mangeait plus que des purées. La convalescence d'Olgie ne fut pas facile. Lita et lui se disputaient sans arrêt. Malgré les tensions, il reprit rapidement du mieux. Lita avait elle aussi des problèmes de santé. Le stress de s'occuper d'un mari malade lui avait donné un ulcère. 2 mois après la mort d'Olgie, Timothy Scogging, un ami très proche de Lita, l'accompagna à l'hôpital. Elle souffrait d'épuisement, avait des nausées et des douleurs à l'estomac. De plus, elle avait perdu une importante quantité de sang. Les médecins croyaient que ces maux étaient causés par son ulcère d'estomac, mais son état ne fit qu'empirer. Elle était de plus en plus malade. Bientôt, elle perdit l'usage de ses mains et de ses pieds. Les médecins lui firent passer une batterie de tests pour comprendre ce qui lui arrivait. On vérifiait notamment la possibilité d'une intoxication aux métaux lourds. Les résultats de l'analyse d'urine furent concluants. L'organisme de Lita Nobles contenait de l'arsenic. Les médecins avisèrent la police d'État du Texas. L'enquêteur George Frazier dut d'abord s'assurer que l'élément toxique ne provenait pas de l'environnement de la victime. Quand nous avons commencé l'enquête, tout ce que nous savions, c'est qu'il y avait présence d'arsenic dans l'organisme de Lita Nobles.
Dans notre processus d'élimination des sources possibles de l'empoisonnement, nous avons fait analyser l'eau de son puits. L'arsenic est un métal toxique qui se trouve à l'état naturel dans le sol. Comme c'est un élément, il ne se dissout pas. Ces atomes peuvent cependant s'associer pour former d'autres composés. Même à petite dose, l'arsenic est un poison puissant. On recueillit des échantillons chez les Nobles et on les analysa. Il n'y avait aucune trace d'éléments toxiques. Les détectives interrogèrent ensuite le frère et la belle-sœur de Lita qui vivaient chez elle depuis la mort d'Olgi. Ils prenaient tous leurs repas à la maison mais ne souffraient d'aucun trouble apparent. Depuis leur arrivée, l'état de santé de Lita n'avait fait qu'empirer, ce qui laissait croire qu'elle avait absorbé le poison à plusieurs reprises. Lita Nobles avait été empoisonnée. Quelqu'un voulait sa mort. Les enquêteurs lui demandèrent qui pouvait bien avoir voulu attenter à sa vie. Elle pensa immédiatement à son mari décédé. Notre premier suspect fut Olgi. Ce vieux couple se disputait sans arrêt. La première réaction de Leita a été de nous dire que si elle avait été empoisonnée, c'était sûrement à cause de lui. Nous avons donc dû le considérer comme étant un suspect, même s'il était mort. Pour découvrir le rôle d'Olgi dans la maladie de sa femme, les experts devaient vérifier si l'empoisonnement avait commencé avant ou après sa mort. Les cheveux de la victime répondraient à cette question. L'arsenic demeure dans les cheveux et les ongles longtemps après qu'il ait quitté le système sanguin. En procédant à leurs analyses, les experts judiciaires pourraient déterminer comment et à quel moment Lita avait été empoisonnée. Ils auraient ensuite une idée plus précise de l'identité du criminel. À l'université A&M au Texas, le chimiste Dennis James se sert d'un réacteur nucléaire pour déterminer avec précision la quantité d'oligo-éléments d'un échantillon. Le réacteur nucléaire active les neutrons. L'analyse de l'activation des neutrons nous permet d'identifier de nombreux types d'éléments. Certains d'entre eux sont toxiques, d'autres pas. Cette analyse est particulièrement efficace avec les métaux de transition et quelques métaux lourds en particulier. On coupa le cheveu de Lita en 6 segments. Chacun de ces segments représentait 1 mois de croissance. En comparant la quantité d'arsenic dans chacun de ces segments, les analystes pourraient déterminer à quel moment on lui avait administré l'arsenic et en quelle quantité. Le récipient qui contient les échantillons est introduit dans le réacteur. Il est exposé à l'énergie nucléaire pendant 6 heures. Au cours de cette période, des éléments contenus dans les échantillons absorbent des particules subatomiques et deviennent instables. Une fois sortis du réacteur, les éléments se dégradent et perdent les particules subatomiques excédentaires. Au cours de ce processus, ils émettent une énergie appelée rayon gamma. On utilise ensuite un détecteur de rayonnement gamma pour identifier l'émission de l'arsenic. Les experts peuvent évaluer la concentration de poison en comparant la composition des échantillons à des données de référence. La concentration d'arsenic augmentait au fur et à mesure qu'on se rapprochait du cuir chevelu. La dose qu'on lui avait administrée avait donc augmenté de mois en mois. Le meurtrier avait commencé par des quantités moyennes et ainsi augmenté la tolérance de Lita au poison. Pour contrer cette tolérance, il lui avait administré une plus forte dose peu avant son hospitalisation, c'est-à-dire peu après la mort d'Olgi. Ce n'était donc pas lui qui avait cherché à la tuer. Il était même possible qu'il ait été lui-même la victime de l'empoisonneur. Les cheveux d'Olgi étaient trop courts pour que l'on puisse savoir pendant combien de temps il avait été empoisonné. Mais l'analyse des tissus prélevés après sa mort révéla que, comme sa femme, il avait absorbé de l'arsenic en doses massives. Tous ses organes contenaient l'élément toxique. Il serait certainement plus difficile de retrouver le meurtrier qu'il l'avait été de déceler le poison. Quelqu'un qui fréquentait le couple
avaient ajouté dans leurs aliments des doses toxiques d'arsenic pendant un certain temps. Lita et Olgi faisaient donc confiance à leur empoisonneur. Les détectives interrogèrent les amis des victimes. Un voisin leur apporta une information intéressante. Le voisin d'à côté nous a mentionné qu'un certain Timothy Scoggin était un suspect possible, car il avait passé beaucoup de temps chez Leita et Olgi. Scoggin vivait depuis peu à San Angelo. Il était apprécié des gens de la région. Il était bien connu pour son habileté à peindre sur de la porcelaine. On le connaissait aussi pour son empressement à aider les gens âgés, faire leurs courses et toutes sortes de menus travaux. Lita et Olgi Nobles faisaient partie des gens qui l'aidaient. Peu après s'être lié d'amitié avec eux, il avait acquis leur commerce de modules d'air conditionné. Il accusait toujours du retard dans ses paiements, mais Lita lui faisait entièrement confiance. Depuis la mort d'Olgi, elle comptait de plus en plus sur le jeune homme. Pour Fraser, Scoggin avait le profil parfait de l'empoisonneur. Primo, il devait aux victimes $100 000. Secondo, il avait accès à leur maison en tout temps. Et tertio, les victimes lui faisaient une confiance aveugle. Quand nous avons commencé à soupçonner Timothy Scoggin, nous en avons parlé à Madame Nobles. Elle en a presque été renversée. Elle aimait ce jeune homme. Il lui rendait visite à l'hôpital, la coiffait et lui taillait les ongles. Mais Fraser ne tarderait pas à voir la vérité sous le masque angélique de Scoggin. Pendant l'hospitalisation de Lita, il y avait eu de nombreuses transactions bancaires dans son compte. Cette femme dont les mains étaient paralysées avait présumément rédigé des chèques à l'ordre du jeune homme pour un montant total de $48 000. Ses mains étaient recouvertes de tiges de métal et de bandes de caoutchouc. Même si elle avait voulu signer son nom, elle n'y serait pas parvenue. Nous lui avons montré les chèques et cela a suffi pour la convaincre que Scoggin était l'empoisonneur. Mais la fraude n'est pas la preuve d'une tentative de meurtre. Si les détectives voulaient procéder à des accusations d'homicide, ils devaient trouver comment Timothy Scoggin s'y était pris. En examinant ses antécédents, les policiers découvrirent que Lita et Olgi Nobles n'étaient peut-être pas ses seules victimes. Peu avant de s'établir à San Angelo, Timothy Scoggin vivait avec 2 sœurs âgées qui moururent subitement à seulement quelques jours d'intervalle. Scoggin se vanta alors qu'il hériterait sans doute d'une petite fortune. Mais la vérité était à plusieurs lieues de ce que Scoggin colportait en ville. Il laissait croire qu'elles étaient ses tantes, mais elles n'avaient aucun lien de parenté avec lui. Scoggin était un peu leur homme à tout faire. Il faisait leurs courses et vivait avec elles de façon discontinue depuis un bon bout de temps. De la même façon qu'il avait procédé avec les Nobles, Scoggin s'était rendu irremplaçable auprès de Catherine et Cordelia Norton. Les 2 sœurs étaient mortes seulement 5 semaines avant Olgi Nobles. En février, Scoggin avait conduit à l'hôpital Catherine Norton, diabétique, pour un examen de routine à la suite de son opération au pancréas. De retour à la maison, ils trouvèrent Cordelia gravement malade. Ils reprirent rapidement le chemin de l'hôpital où la plus vieille des 2 sœurs fut admise. Oh my, I'm just thoroughly exhausted. I know. Thanks so much and you have a good night. En rentrant, Scoggin décida de rester à la maison au cas où Catherine aurait besoin de quelque chose. Le lendemain matin, Scoggin tenta de réveiller Catherine. Quand il constata qu'elle ne réagissait pas, il appela son médecin. Ce dernier constata son décès. Le lendemain, Cordelia mourut à son tour dans son lit d'hôpital. On conclut que la mort des 2 sœurs était naturelle. 6 mois après le décès des sœurs Norton,
les enquêteurs désiraient maintenant vérifier si elles avaient été empoisonnées à l'arsenic. Il y avait cependant une ombre au tableau. Les corps de Cordelia et Catherine Norton avaient été incinérés. Les experts devraient déceler le poison dans leurs cendres. Personne n'avait tenté l'expérience auparavant. Si les scientifiques parvenaient à naviguer dans ces eaux inconnues, ils se rapprocheraient sans aucun doute du meurtrier. Les cendres de Cordelia et Catherine Norton furent envoyées au laboratoire judiciaire de la sécurité publique du Texas. On confia au toxicologue Rod McCutcheon la tâche de procéder à des analyses chimiques. Il doutait de ses chances de réussir. Je ne croyais pas pouvoir trouver du poison dans ces cendres. À ma connaissance, personne ne l'avait jamais tenté non plus. J'ai réfléchi pendant quelques minutes au fait que nous cherchions de l'arsenic. J'ai réalisé qu'il était possible qu'on en retrouve des traces, puisque l'arsenic est un élément et que les éléments sont indécomposables. Pour se mettre à la recherche d'arsenic, McCutcheon plaça un échantillon des cendres dans une solution acide qu'il chauffa pour en éliminer les impuretés. S'il y avait la moindre trace d'arsenic, elle se trouverait dans le liquide qui restait. Il ajouta ensuite un produit chimique pour transformer l'arsenic en gaz. Ce produit effervescent devient violet en présence d'arsenic. Plus la couleur est intense, et plus il y a de poison. Les cendres de Cordelia contenaient assez d'arsenic pour avoir causé son décès. Il n'y en avait cependant aucune trace dans celle de Catherine. Ces résultats négatifs étayaient d'une certaine façon les résultats des analyses des cendres de Cordelia. En effet, les deux sœurs étaient mortes à un jour d'intervalle et elles avaient été incinérées dans le même four. Le fait qu'il n'y ait pas d'arsenic dans le cas de Catherine indiquait que ces cendres n'avaient pas été contaminées au cours de la crémation. L'analyse de l'activation des neutrons confirma les résultats. Les détectives tentèrent ensuite de vérifier si Scoggin avait acheté de l'arsenic. Ils se rendirent au magasin le plus près de chez lui. Ici, la familiarité un peu excessive de Scoggin allait jouer contre lui. Le commis déclara au détective qu'il se rappelait avoir vu Scoggin acheter de la mort au rat en grande quantité peu avant la mort des victimes. Ce produit contient principalement de l'arsenic. Les enquêteurs en déduisirent que Scoggin devait mélanger le poison aux produits dont ses victimes ne pouvaient se passer, les purées pour bébé Dolgy et l'antiacide de Lita. Comme il faisait lui-même les courses, il lui était facile d'ajouter la mort au rat aux produits achetés avant de les apporter. Pour vérifier leur hypothèse, les enquêteurs fouillèrent dans les armoires et le réfrigérateur des Nobles. La plupart des aliments avaient été jetés depuis, mais il restait encore quelques bouteilles d'antiacide. L'une de ces bouteilles contenait effectivement de l'arsenic. Grâce à ces pièces à conviction, Scoggin fut arrêté pour le meurtre d'Olgy Nobles et la tentative de meurtre de Lita Nobles. Il fut trouvé coupable et condamné à la prison à vie. Même si l'on n'a jamais prouvé directement qu'il avait tué Catherine Norton, les enquêteurs croient qu'il ne lui administrait pas toujours la quantité d'insuline requise pour son diabète. Plus tard, il a plaidé coupable des meurtres des deux sœurs et il a été condamné à 2 autres peines d'emprisonnement de 50 ans chacune. Les empoisonneurs s'en tirent souvent, du moins pour un certain temps. La vigilance et l'obstination des policiers sont heureusement de puissants antidotes à leurs machinations. À St. Peters, au Missouri, le 1er novembre 1982, on dépêcha des ambulanciers à la maison de Lloyd et Shirley Allen. Lloyd Allen, 40 ans, était atteint depuis plusieurs mois d'une maladie inconnue. Sa femme déclara que dans la matinée, il avait eu un malaise avant de s'affaisser. Le coroner n'était pas convaincu qu'il était mort de cause naturelle. Sur le certificat de décès d'Allen, il laissa donc en blanc la case où il devait indiquer la cause de la mort. Quelques jours plus tard, le détective Robert Birding du bureau du shérif de St. Charles County
apprit que la station de télévision locale avait reçu de nombreux appels anonymes. L'un des informateurs leur avait dit que Lloyd Allen avait été empoisonné. Nous avons sondé le quartier de Lloyd Allen et nous avons appris que plusieurs appels anonymes provenaient en fait de ses voisins. Selon les amis et les voisins de Lloyd, les problèmes avaient commencé peu après son mariage avec Shirley à l'automne 1981. Lloyd était un homme affable et généreux et tous se réjouissaient qu'il ait enfin trouvé l'amour qu'il attendait depuis si longtemps. C'était son premier mariage, alors que c'était le 4e de Shirley. Peu après les noces, Shirley Allen et ses 2 filles, Norma, 15 ans, et Paula, 12 ans, emménagèrent dans la maison de Lloyd. Il avait maintenant une vraie famille et croyait avoir trouvé l'âme sœur. Norma? 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 Mais l'hiver apporta son lot de stress et de malheur à la famille. Go on back to your room. Norma fugua à de nombreuses reprises avant d'être placée dans un centre de détention pour mineurs. Les relations entre Lloyd et Shirley devinrent tendues. Lloyd commença alors à se sentir malade. Il consulta quantité de médecins, mais aucun d'entre eux ne put lui apporter de soulagement ni lui dire de quoi il souffrait. Il essayait d'effectuer les travaux de jardinage et d'entretien de la pelouse, mais il n'était jamais capable de terminer ses projets. Les enquêteurs apprirent que, pour lui donner un surcroît d'énergie, Shirley lui donnait à boire un breuvage additionné de fer, mais cela n'avait guère de succès. Plus il était malade, et plus elle l'isolait de ses amis. Il commença à soupçonner la nouvelle femme de Lloyd. Les voisins nous ont raconté qu'elle les empêchait de le voir. Elle disait que Lloyd ne pourrait pas les reconnaître et répondre à leurs encouragements à cause de son état de santé. C'était comme si elle voulait le cacher. Puis, elle coupa définitivement toute communication entre son mari et le reste du monde. Un voisin vint chercher la brouette qu'il avait prêtée à Lloyd. Il était préoccupé par la maladie de son ami et le pressa de consulter un autre médecin. La conversation s'arrêta net dès l'arrivée de Shirley. Elle demanda au voisin de partir sur le champ et déposa plus tard une plainte contre lui pour être entré dans la maison sans autorisation. Le comportement de Shirley était inexplicable, mais les policiers ne pouvaient pas la faire inculper de meurtre sur la seule base des ragots des voisins. Birding devait d'abord trouver le mobile du meurtre, ce qu'il fit. Shirley était bénéficiaire de l'assurance vie de 25 000 $ de Lloyd. Nous avons également appris que le testament de Lloyd avait été modifié récemment et qu'elle en était maintenant l'unique héritière. Il était normal que l'épouse de Lloyd soit sa principale héritière. Les policiers étaient cependant intrigués par la suite des événements. La santé de Lloyd avait commencé à décliner quelques jours seulement après qu'il ait signé les papiers. Malgré les soins que la victime avait reçus, son état de santé avait continué à se détériorer sans raison. Madame Allen était encore sur la liste des suspects. Elle avait eu l'occasion de commettre un meurtre. Elle avait aussi un mobile. Les enquêteurs ne disposaient cependant pas de preuves ni de témoins, et ils n'avaient pas la moindre idée de ce qui avait pu causer la mort de Lloyd Allen. Lloyd Allen était mort et les détectives croyaient que sa femme l'avait empoisonné. Ils étaient cependant incapables d'en faire la preuve. L'enquête ne pouvait plus progresser. Les policiers eurent cependant un coup de pouce d'un témoin inattendu. 4 jours après la mort de Lloyd, Norma, la fille de Shirley, appela au bureau du shérif pour dire aux policiers qu'elle avait le poison en sa possession. Norma appuya ses déclarations en leur donnant un sac en papier. À l'intérieur se trouvait une bouteille de vin remplie d'un liquide vert. Sur l'étiquette, quelqu'un avait écrit à la main un avertissement.
ne pas boire. C'était la mère de Norma qui lui avait demandé d'écrire cet avertissement. Elle croyait que le contenu de la bouteille était de l'antigel. Elle déclara aux enquêteurs qu'elle avait vu sa mère en donner à Lloyd au cours des 2 derniers mois. Elle avait également aperçu sa mère mélanger de l'additif à carburant avec du sucre et du colorant alimentaire orange pour que la mixture ressemble à un supplément de fer. Selon Norma, le jour de la mort de Lloyd, Shirley lui avait versé une dose d'antigel pur et l'avait forcé à la boire. Suite à ce témoignage, on fit analyser le contenu de la bouteille par un toxicologue. On injecta un échantillon du liquide dans l'appareil. Ce dernier analyse les différents produits chimiques du composé et produit ce qu'on appelle une chromatographie gazeuse. Il s'agit en fait d'un graphique qui indique la composition d'un échantillon. La bouteille contenait de l'éthylène glycol, communément appelé antigel. Selon le toxicologue Christopher Long de l'Université Saint-Louis, le goût sucré de l'antigel cache un tueur subtil mais redoutable. La victime ne s'était sans doute jamais rendu compte qu'elle consommait un poison. L'antigel donne l'impression d'avoir consommé de l'alcool. Mais il n'y a aucune sensation de brûlure ni aucun autre désagrément. C'est un peu comme de prendre une bière mais sans la saveur. Cela modifie très légèrement notre façon de ressentir les choses. À la longue, l'antigel est cependant mortel. Lors de son absorption dans l'organisme, il produit des toxines qui augmentent le taux d'acidité du sang. Chaque dose que Lloyd Allen absorbait détruisait inexorablement son corps et son esprit. Comme la plupart des organes de Lloyd ne faisaient plus leur travail, il était pratiquement impossible pour les médecins de déceler l'empoisonnement. À la fin, même si Lloyd avait appris que la femme qu'il aimait l'empoisonnait, il aurait été trop faible pour se protéger d'elle et trop confus pour demander de l'aide. Les experts croyaient que la mystérieuse maladie de Lloyd Allen était due à un empoisonnement à l'antigel. Pour le prouver, ils l'autopsièrent et analysèrent des échantillons de ses tissus. Le foie, les reins et le cerveau de la victime contenaient des cristaux résultant de la dégradation de quantités massives d'éthylène glycol. Cette découverte corroborait l'hypothèse d'absorption du liquide pendant une longue période. Le coroner en conclut que la mort de Lloyd était un homicide dû à un empoisonnement à l'éthylène glycol. Armés de ces preuves, les policiers arrêtèrent Shirley Allen. On put facilement établir la preuve de sa culpabilité. La prime d'assurance vie de 25 000 $ qu'elle devait toucher à titre de bénéficiaire lui fournissait le mobile du meurtre. La bouteille de vin était l'arme du crime. Suite à un procès de 4 jours, le jury la trouva coupable du meurtre de Lloyd Allen. Shirley Allen fut condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour les 50 premières années. Elle mourut en prison. Si nous n'avions pas obtenu les preuves grâce à la criminalistique et appris que l'organisme de Lloyd Allen contenait effectivement de l'éthylène glycol, nous n'aurions jamais pu prouver qu'il y avait eu homicide. Norma, la fille de Shirley, a permis que la meurtrière soit condamnée. Les policiers ont également eu l'aide des voisins de Lloyd Allen. Ce n'était pas la première fois que des voisins indiscrets faisaient la lumière sur un crime. En 1980, à Hillsdale, au Michigan, au cours d'une soirée d'été, David Davis se rendit de toute urgence chez son voisin pour lui demander de l'aide. Shannon, sa femme depuis 10 mois, avait fait une mauvaise chute de cheval et sa tête avait percuté une grosse pierre. Lorsqu'il était parti chercher de l'aide, elle était blessée, mais encore consciente. Quand les 2 hommes trouvèrent Shannon Davis, elle était inerte. Du sang s'échappait de sa blessure à la tête et sa peau avait commencé à bleuir. Ils l'emmenèrent immédiatement à l'hôpital.
En arrivant, le personnel constata que son cœur avait déjà cessé de battre et que ses pupilles étaient dilatées et fixes. On tenta de la réanimer, mais en vain. Les médecins attribuèrent sa mort à la blessure à la tête subie lors de la chute et fermèrent le dossier. Mais pas pour très longtemps. 2 mois plus tard, le détective Don Brooks de la police d'État du Michigan entendit parler de ce décès par le voisin de la victime qui refusait que l'enquête soit abandonnée. Selon nous, cette mort était accidentelle, mais le voisin était convaincu qu'il s'agissait d'un meurtre à cause de circonstances louches. Le voisin de Davis avait commencé à avoir des soupçons le lendemain de la mort de Shannon en retournant sur la scène. Il y avait des marques circulaires sur un arbre, ce qui lui laissait croire que les chevaux avaient été attachés à cet endroit pendant un certain temps. À seulement 2 mètres de l'arbre, il y avait du crottin, ce qui confirma ses soupçons. Il semblait que les Davis, qui étaient par ailleurs les seuls amateurs d'équitation du coin, étaient restés assez longtemps à cet endroit pour attacher leurs chevaux. Cela ne correspondait pas à la version des événements donnée par Davis, c'est-à-dire la ruade du cheval de Shannon, sa mauvaise chute et la course effrénée pour obtenir de l'aide. Dick Britton, le voisin de la victime, était également un ami de la famille. Il était très préoccupé par le fait que Davis lui cachait quelque chose. Au début, je me sentais coupable d'éprouver de tels soupçons. Je me disais que je faisais sûrement erreur. J'y ai pensé pendant un certain temps et je ne pouvais pas me résoudre à oublier cette affaire. L'histoire racontée par Davis ne tenait pas la route. Shannon et David s'étaient mariés 10 mois plus tôt, après des fréquentations de 7 semaines seulement. Cela avait été le coup de foudre. Après le mariage, Shannon vint habiter à la ferme de Davis. Il lui enseigna à monter à cheval. Britton avait aperçu Shannon à cheval quelques minutes seulement avant l'accident. Pour lui et la famille de la victime, cette chute était presque impossible. Shannon était extrêmement prudente et son cheval très docile. Les parents de la victime connaissaient assez peu leur gendre, cependant ils n'avaient jamais vu leur fille aussi heureuse. Après l'accident, ils eurent une confrontation avec Davis. Ce dernier exigeait que sa femme soit incinérée. Les parents de Shannon eurent finalement le dernier mot et elle fut enterrée. À l'hôpital, Davis leur avait dit qu'elle n'avait aucune assurance vie à son nom. Mais ils apprirent par la suite que quelques semaines avant sa mort, le couple de nouveaux mariés avait pourtant signé une police d'assurance vie. Davis s'apprêtait à toucher l'indemnité. De plus, comme la mort de sa femme était accidentelle, il toucherait le double du montant, soit plus de 300 000 $. Les parents de Shannon et Britton exercèrent des pressions auprès des autorités pour que l'enquête soit rouverte. 1 mois après la mort de Shannon, on exhuma son corps. Au cours de l'examen, le médecin légiste confirma que la blessure à la tête et les contusions diverses étayaient l'hypothèse d'une chute de cheval. Il procéda également à des analyses de routine pour voir si son organisme contenait des médicaments. Les blessures physiques étaient cependant si convaincantes que le dossier fut fermé une seconde fois avant même que les analyses soient terminées. La famille de Shannon et son voisin Dick Britton refusèrent de laisser les choses ainsi. Ils firent paraître un article à propos de leurs soupçons dans le Detroit Free Press. Cela eut pour conséquence d'intéresser Don Brooks du bureau du procureur de l'État. Je me suis dit que si 50% de l'information contenue dans cet article était véridique, elle serait par conséquent très utile. En tout cas, l'article laissait clairement entendre qu'il s'agissait bien d'un homicide et non d'un simple accident. Britton fondait ses soupçons sur le fait que Shannon avait heurté la seule pierre de l'endroit. Il était possible que cela n'ait été dû qu'à un malencontreux hasard, mais ajouté aux autres indices, cela donnait matière à réflexion.
Brooks obtint alors les résultats des analyses toxicologiques effectuées lors de l'autopsie et constata qu'elles soulevaient elles aussi des questions. Il était maintenant temps de chercher des réponses. Au laboratoire, on avait analysé le contenu d'un échantillon de tissu humain par chromatographie. Chaque substance a une signature qui lui est propre, bien visible sur les graphiques. Ces pointes représentent en fait sa période de rétention. Il y avait une substance chimique inconnue dans les tissus de la victime. Elle ne faisait pas partie de la base de données du laboratoire. Personne ne savait de quoi il s'agissait. Malheureusement, on n'avait pas pu poursuivre les recherches puisque l'enquête avait été abandonnée et la victime enterrée. 4 mois après la tragique chute de cheval qui avait coûté la vie à Shannon Davis, les policiers avaient des doutes sur ce pseudo-accident. Tout justifiait les soupçons. La scène du crime elle-même, la police d'assurance, les étranges résultats d'analyse du laboratoire. Brooks était convaincu qu'il y avait eu homicide. Une fois tous les éléments réunis, il était évident que c'était une affaire de meurtre. Le détective mit David Davis dans sa ligne de mire. Ce dernier avait déménagé depuis peu en Floride. Les détectives n'avaient pas le pouvoir de le retenir. Même si les preuves indirectes étaient nombreuses, on ne disposait pas encore de preuves incontestables qu'il avait menti à propos de l'accident de sa femme. Même si David Davis avait signé les aveux de sa culpabilité, le rapport d'autopsie concluait que les blessures de la victime pouvaient avoir été causées par une chute de cheval et le violent choc reçu sur la tête. La mort avait résulté de la blessure au cerveau. Les médecins tenaient mordicus à cette explication. Le point faible de l'enquête, c'était le composé chimique inconnu. Découvrir le lien entre la victime et ce produit était la seule chance des détectives pour prouver qu'un crime avait été commis. Brooks ignorait encore la nature de ce composé. Il réexamina les autres informations recueillies à propos du crime. Comment la victime avait-elle pu percuter la seule pierre de l'endroit? Brooks tenta plusieurs reconstitutions de l'événement, mais aucune d'entre elles ne fonctionnait. Puis, dans un éclair d'inspiration, il trouva une explication qui tenait compte du composé chimique inconnu et de l'état de la victime. Je me suis dit que cette jeune femme était peut-être paralysée, qu'elle ne pouvait pas bouger ses muscles. Ainsi, il pouvait lui affliger toutes les blessures qu'il voulait. La victime pouvait avoir été immobilisée avant qu'on ne lui frappe la tête contre la pierre. Les enquêteurs se mirent à la recherche d'une substance qui paralyse rapidement un individu et qui laisse peu de traces. Elle devait également être facile à obtenir sans susciter des interrogations de l'entourage. Davis était propriétaire d'une ferme. Il avait accès à des médicaments pour soigner ses animaux. Les détectives interrogèrent l'un des vétérinaires engagés par Davis. Il leur donna une liste de sédatifs et de tranquillisants. Parmi eux se trouvait un médicament qui correspondait à ce que les enquêteurs cherchaient. La succinylcholine est un puissant relaxant musculaire. Chez les humains, ce composé paralyse le système respiratoire en quelques secondes. Il se transforme ensuite en produit chimique qu'on retrouve à l'état naturel dans l'organisme. C'est donc une arme presque parfaite puisqu'on ne peut même pas la discerner par chromatographie. À la requête de Brooks, le toxicologue Tom Carroll du Collège médical de l'Ohio procéda tout de même à des analyses. Je me suis immédiatement rendu à la pharmacie pour obtenir de la succinylcholine. J'en ai mis dans l'appareil et j'ai obtenu exactement le même graphique. Je savais que j'avais fait une découverte très importante. Pour confirmer ces résultats, il recalibra l'appareil et effectua 5 autres chromatographies du composé. Chaque fois, les résultats étaient parfaitement identiques. Maintenant, pour obtenir des résultats incontestables,
il devrait refaire les analyses avec un spectromètre de masse et voir si le composé chimique pouvait être isolé. On envoya les échantillons à 2 laboratoires différents pour des analyses encore plus poussées. Malheureusement, dans les 2 cas, on ne trouva pas le produit dans les tissus de la victime. Carroll partit alors pour Stockholm avec de la succinylcholine en poche et des échantillons des tissus de la victime. Des scientifiques suédois effectuaient alors des analyses expérimentales sur des substances similaires. Ils examinèrent le contenu des tissus de Shannon dans le spectromètre. Les premiers résultats furent décevants. Les tests étaient tous négatifs. Davis avait-il commis un meurtre parfait? Carroll refusait de se résoudre à cette conclusion. Les experts redoublèrent d'ardeur. La précision d'un spectromètre est telle que l'appareil est parfois capricieux. Après de nombreuses tentatives et des ajustements de l'équipement, notamment concernant la température, on obtint enfin le résultat espéré. Nous l'avions enfin trouvé. Nous étions très excités. Il ne nous restait plus qu'à obtenir toutes les données nécessaires. Nous avions enfin trouvé la substance dans les tissus. Maintenant, les experts devaient découvrir comment la victime avait absorbé le médicament. Plus d'1 an après sa mort, on exhuma son corps de nouveau et on procéda à une nouvelle autopsie, cette fois-ci dans le but de trouver à quel endroit on avait pu lui faire une injection. Elle avait de nombreuses contusions sur le côté gauche. Ses blessures avaient été causées par la chute. Sur le côté droit, il n'y avait que 2 marques étranges, l'une à l'épaule et l'autre au poignet. Ces 2 marques pouvaient avoir été causées par la seringue du meurtrier. On n'en avait pas tenu compte lors de l'autopsie préliminaire parce qu'on ne soupçonnait pas que la victime ait pu mourir suite à l'injection d'un sédatif. On pouvait maintenant arrêter le suspect, David Davis. Nous avons informé Don Brooks que nous avions enfin trouvé la substance et qu'il pouvait arrêter le suspect. Il m'a répondu que c'était impossible, puisqu'il fallait d'abord faire évaluer cette analyse sur le plan scientifique. Le succès de leur analyse reposait sur une méthode expérimentale. Pour qu'une analyse judiciaire soit acceptée devant les tribunaux, elle doit d'abord être évaluée, et cela peut prendre plusieurs années. Dans ce cas-ci, l'affaire était assez grave pour que les résultats de Carroll soient examinés et publiés en seulement quelques semaines. Les experts avaient prouvé que la succinylcholine avait joué un rôle déterminant dans la mort de Shannon Davis. L'hypothèse de Brooks était donc valide. Selon la reconstitution de la poursuite, Davis a décidé de tuer sa femme en rentrant d'une visite chez son voisin, Dick Britton. Il a attaché les chevaux à un arbre, puis injecté la drogue fatale à Shannon à 2 endroits différents. Elle était sans doute déjà paralysée lors de la seconde injection, parce que l'aiguille de la seringue a été insérée dans la veine avec précision. La blessure à cet autre endroit a vraisemblablement été causée parce qu'elle s'est débattue tant qu'elle a pu. Une fois paralysée, elle s'est affaissée au sol. Il l'a prise et l'a projetée contre cette pierre, créant ainsi la blessure qui laisserait croire qu'elle avait fait une chute de cheval. L'idée de Davis était ingénieuse, mais elle n'a pas résisté à l'analyse judiciaire. Davis a mis au point un plan qu'il jugeait sans doute sans faille. Il ignorait que son arme n'était pas aussi parfaite qu'elle l'avait déjà été. David Davis fut jugé coupable de meurtre au 1er degré et condamné à la prison à perpétuité. Il est possible que Shannon ne soit pas la seule personne à avoir été tuée à l'aide de succinylcholine. Heureusement, grâce à l'enquête de Brooks, elle sera peut-être la dernière. Le fait de participer à cette enquête nous a permis d'obtenir de nouvelles informations médicales, surtout à propos de la succinylcholine. Cela a été très gratifiant. Il est impossible de savoir combien de victimes ont été tuées en silence
par des personnes en qui elles avaient confiance. Les empoisonneurs tuent sans avoir recours à la violence, mais grâce au développement de la criminalistique, il leur est de plus en plus difficile de ne pas laisser de traces. Dans les rues de Washington, une explosion tue un ex-ambassadeur et sa jeune assistante. Quand le FBI resserre son filet autour des auteurs de l'attentat, ceux-ci prennent pour cible les agents et leurs familles. Le FBI est pris dans une dangereuse chasse à l'homme pour retrouver un meurtrier cruel. Les agents sont confrontés à un des adversaires les plus habiles, un criminel capable d'orchestrer la mort d'un diplomate. Washington, le 18 septembre 1976. Un homme préparait sa vengeance meurtrière contre l'un des critiques les plus virulents de son pays. La victime visée était Orlando Letelier, l'ex-ambassadeur du Chili. Ce socialiste, reconnu pour son franc-parler, se trouvait aux États-Unis où il dénonçait la dictature militaire d'Augusto Pinochet. Le général Pinochet s'était emparé du pouvoir 3 ans plus tôt lors d'un coup d'État. Letelier s'opposait farouchement au régime pour ses multiples violations des droits de l'homme et il reprochait au dictateur de lui avoir retiré sa citoyenneté chilienne. À cause de ces nombreuses critiques, un pays d'Europe avait cessé de prêter de l'argent au Chili. Un peu après minuit, le 19 septembre, un criminel se préparait à réduire à jamais le diplomate au silence. La bombe, télécommandée, avait été posée sous le siège du conducteur de la voiture de Letelier. Maintenant, elle n'attendait que le signal pour exploser. 2 jours plus tard, Letelier se rendit à son lieu de travail en voiture. Son assistante, Ronnie Moffitt, âgée de 25 ans, était assise à la place du passager. Mike, son mari, se trouvait à l'arrière. La voiture s'engagea bientôt sur Embassy Row. Après avoir appelé le service d'urgence pour qu'on envoie une ambulance, les policiers affectés à la protection des ambassades vinrent en aide aux victimes. Orlando Letelier gisait entre la vie et la mort. Ses jambes avaient été déchiquetées par la détonation et son torse était couvert de blessures causées par des éclats d'obus. Ronnie Moffitt, qui aussi avait été blessé par l'obus, luttait pour respirer. Par miracle, Mike Moffitt s'en sortit indemne, bien qu'il fût très inquiet à propos de sa femme. Une ambulance conduisit Letelier à l'hôpital au moment où les agents du FBI arrivaient sur les lieux. L'agent spécial Carter Cornick. Quand on est arrivé, la scène du crime était, comme c'est souvent le cas, épouvantable à voir. J'ai vu la voiture. Au bord de la route, une femme était allongée. On lui prodiguait les premiers soins. J'ai alors entendu, dans toute la confusion qui régnait, un jeune homme crier « C'est Dina qui a fait ça ». Je n'avais alors aucune idée de ce qu'était Dina. Selon la loi, l'enquête sur une attaque faite à des fonctionnaires étrangers relève du FBI. L'agent Cornick s'occupa de cette affaire. La première chose qu'on devait faire, c'était de prendre le contrôle des lieux. La scène du crime n'est disponible que pendant peu de temps, et on ne peut la revoir plus tard. Souvent, l'enquête sur la scène du crime a des répercussions sur les résultats qu'on obtient en bout de ligne. L'agent Cornick demanda qu'on dépêche d'autres agents, notamment des experts en explosifs du FBI, afin que ceux-ci recueillent et identifient tous les indices qu'ils trouveraient. On a eu beaucoup d'aide. Plus de 150 agents sont venus sur les lieux. Il y avait même des experts judiciaires. Cette étape de l'enquête a été menée à ma demande par le responsable de l'unité des explosifs. Pendant les recherches, le FBI apprit qu'Orlando Letelier et Ronnie Moffitt avaient succombé à leurs blessures. L'affaire portait maintenant sur un double homicide. À la Cour fédérale, le procureur croyait que cette affaire d'assassinat d'un homme public exigeait d'être traitée avec le plus grand soin et le plus vite possible.
Dans cette affaire, un procureur fédéral a été assigné à l'enquête dès le premier jour. Ça ne s'était jamais vu auparavant, sauf pour l'affaire du Watergate. Le procureur fédéral assigna à ce cas son assistant le plus déterminé, Gene Proper. C'était un meurtre horrible, et je voulais résoudre cette affaire pour montrer au monde qu'on ne tolère pas ça ici. Je me fichais pas mal du fait que Letellier soit un socialiste, un communiste ou un homme d'extrême droite. Il avait été brutalement assassiné dans les rues de Washington en même temps qu'une jeune femme, et aucun d'eux ne méritait de mourir. Au deuxième jour de l'enquête, les enquêteurs commencèrent à réfléchir au mobile possible du meurtre de Letellier. Dès le départ, on a pensé qu'il s'agissait d'un assassinat politique commandé par un État étranger. On avait su par le département d'État que la junte militaire au Chili jugeait Letellier personnellement responsable de la cessation de prêts venant de l'étranger. Buenos Aires en Argentine. L'agent spécial Bob Scherer du FBI faisait tout pour que le gouvernement chilien ne sache rien de son enquête. Il s'entretint secrètement avec ses contacts à Buenos Aires. Il voulait savoir s'il disposait d'informations. Les services secrets chiliens pouvaient-ils être impliqués dans cet attentat? Son contact argentin lui parla alors d'un programme secret appelé Opération Condor. Les services de renseignement des pays d'extrême droite d'Amérique du Sud surveillaient étroitement les activistes de gauche et, au besoin, les éliminaient. Le contact argentin de Scherer croyait que l'assassinat de Letellier était le premier de plusieurs assassinats prévus dans le cadre de l'Opération Condor. Pour obtenir plus d'informations, le FBI dut se tourner vers un expert sur la question du Chili au sein du département d'État. Celui-ci apprit aux agents que le Chili avait désespérément besoin du soutien financier des États-Unis. Le matin même de l'assassinat, le ministre de l'économie du Chili descendait d'avion à l'aéroport Dulles. Il venait demander de l'aide financière aux États-Unis. L'expert doutait que le Chili ait mis en péril cette demande de soutien en faisant tuer Letellier. Il m'était difficile d'imaginer qu'un gouvernement aurait, d'un côté, commandé cet assassinat, alors que de l'autre côté, il venait demander de l'aide aux États-Unis. 2 semaines après l'assassinat de Letellier, un avion de ligne commerciale qui faisait la liaison entre la Barbade et Cuba explosa. Les 73 personnes à bord de l'avion moururent. Après l'explosion, des Cubains anticastristes d'extrême droite revendiquèrent fièrement l'attentat. Compte tenu du peu de temps entre cet attentat et l'assassinat, les enquêteurs se demandèrent si ces mêmes Cubains anticastristes pouvaient avoir un lien quelconque avec leur affaire. Letellier était un socialiste et un admirateur de Fidel Castro. Ce lien était bien mince, mais c'était la seule piste dont disposait le FBI. L'agent Cornick demanda au labo de comparer la bombe ayant tué Letellier à d'autres bombes utilisées lors d'attentats revendiqués par des mouvements anticastristes. Les techniciens n'avaient guère d'éléments pour mener leurs analyses, car l'explosion avait presque tout détruit. Malgré tout, ils purent déterminer que la bombe de l'assassinat ne ressemblait en rien à ce qu'ils avaient vu par le passé. L'agent spécial Larry Wack du FBI. Le labo nous a annoncé que la bombe ne correspondait pas aux bombes des Cubains d'extrême droite que les experts avaient déjà analysées. On aurait préféré qu'ils nous disent le contraire. La dernière chose qu'on veut entendre, c'est qu'on est sur une fausse piste. Mais parce que le groupe d'extrême droite cubain avait déjà commis des assassinats, les enquêteurs ne pouvaient pas les écarter tout de suite du dossier. On se disait qu'ils travaillaient peut-être avec un nouveau fabricant de bombes, dont on ne savait encore rien. Pour se sortir de cette impasse, les enquêteurs mirent sur pied une ligne téléphonique destinée à recevoir des informations de partout dans le monde. On a reçu littéralement des milliers de tuyaux par téléphone. On avait mis sur pied une ligne 1-800 pour gérer tous ces appels. On recevait des informations d'Europe notamment, mais surtout d'Amérique latine. Une piste provenait d'un pasteur de la région de New York qui affirmait que 3 agents secrets chiliens avaient quitté New York par avion peu de temps après l'assassinat.
L'agent spécial Larry Wack du FBI interrogea le pasteur. Il a vite été évident que ce n'était pas lui qui avait été témoin de ces événements. Alors, bien entendu, je l'ai pressé de questions, car je voulais découvrir qui, au juste, avait vu ces 3 agents chiliens. Le pasteur avait obtenu ces informations de certains de ses amis, mais il refusa de divulguer leurs noms. J'ai dit au pasteur de demander aux personnes qui avaient vu tout ça de nous contacter. En attendant des nouvelles à ce sujet, l'agent Wack se rendit à l'aéroport John F. Kennedy à New York pour vérifier l'information que lui avait donnée le pasteur à propos du départ par avion de 3 agents chiliens. Personne ne put confirmer ces dires. L'enquête piétinait de nouveau. Quelques semaines plus tard, l'agent Wack dit au revoir à sa fiancée qui partait travailler à la compagnie aérienne où elle était agente de bord. Il ignorait qu'il n'était pas le seul à la regarder partir. Dans l'aire de stationnement de l'aéroport, un inconnu menaça la fiancée de Wack. Les terroristes frappaient de nouveau, cette fois dans les rangs même du FBI. Orlando Letelier, l'ex-ambassadeur du Chili et son assistante, avaient été assassinés à Washington au cours d'un attentat à la bombe. Au début de l'enquête du FBI, la fiancée de l'agent spécial Larry Wack fit l'objet de menaces. Effrayé, l'agente de bord appela son fiancé. J'étais horrifié que quelque chose comme ça puisse se produire. Que ces gens n'aient même pas eu le cran de s'en prendre à moi et qu'ils l'aient menacée, elle. L'agent Wack croyait qu'il avait sans doute interrogé, sans le savoir, quelqu'un ayant des liens étroits avec les auteurs de l'assassinat. J'ignorais ce qu'on avait fait, mais visiblement, on les avait rendus nerveux. Il nous fallait maintenant réexaminer ce qu'on avait fait jusque-là, surtout moi. Je devais examiner la liste des gens que j'avais interrogés pour voir d'où cette menace pouvait bien venir. La fiancée de l'agent Wack aida un dessinateur à faire le portrait robot de l'homme qu'il avait menacé. Les agents montrèrent ensuite le portrait à des immigrants chiliens un peu partout à New York. Malheureusement, aucun d'entre eux ne semblait le connaître. Washington, 1 mois après l'attentat à la bombe. Gene Proper, l'assistant du procureur et l'agent spécial Carter Cornick du FBI tombèrent sur ce qui semblait être une piste. Le département d'État leur avait fourni les photos de 2 présumés agents secrets chiliens dont on ignorait les vrais noms. 1 mois avant le meurtre de Letelier, les 2 hommes avaient déposé une demande de visa à l'ambassade des États-Unis au Paraguay et fourni de faux passeports. L'un d'eux n'avait pas l'air chilien. Les 2 hommes avaient reconnu ouvertement être des agents des services de renseignement. Ils avaient déclaré qu'ils avaient besoin de visa pour assister à une rencontre avec la CIA à Washington. L'ambassadeur avait pris la précaution de photographier les passeports à l'insu des 2 hommes. Quand la CIA avait nié plus tard connaître les 2 agents, l'ambassadeur avait annulé les visas. Les enquêteurs croyaient que ces photos leur seraient peut-être utiles. Voici l'agent spécial Carter Cornick du FBI. On avait les photos de ces types, mais on ignorait qui c'était. Si on identifiait ces 2 suspects, on pourrait peut-être faire progresser l'enquête. Quelques jours plus tard, les enquêteurs obtinrent des informations qui pointaient de nouveau vers Cuba. Un quotidien vénézuélien avait fait paraître un article selon lequel des Cubains d'extrême droite basés aux États-Unis auraient assassiné Letelier. L'article mentionnait les noms des 2 principaux suspects, Enrique et Sanchez Ayala du New Jersey. Les enquêteurs connaissaient déjà les 2 frères. C'étaient les membres fondateurs d'un groupe anticastriste violent se faisant appeler le Mouvement nationaliste cubain. Ils étaient soupçonnés de plusieurs attentats à la bombe, notamment celui d'un navire russe à New York seulement 5 jours avant l'assassinat de Letelier. On les croyait également responsables d'une tentative d'attentat à la New York Academy of Music, où des artistes cubains devaient se produire. Les agents commençaient à se demander si les frères Ayala n'avaient pas également ciblé le socialiste chilien Orlando Letelier.
Dans un quartier cubain du New Jersey, un agent du FBI retrouva la trace d'Enrique Ayala. Quand l'agent lui demanda où il se trouvait le jour de l'assassinat de l'hôtelier, Ayala lui fournit une réponse étonnante. Les enquêteurs de Washington trouvèrent ce commentaire suspect. L'assistant du procureur fédéral, Gene Proper. Dès qu'on entend quelque chose comme ça, on commence à se demander ce que ce type peut bien avoir à cacher. Proper demanda au FBI de remettre à Ayala une assignation à témoigner devant un grand jury. Aux États-Unis, personne n'est obligé de parler à la police ou au FBI. Si un agent vous approche dans la rue, vous pouvez lui dire d'aller se faire voir ailleurs. Vous êtes toutefois obligé de témoigner devant un grand jury, si on vous remet une assignation à témoigner. Un agent partit remettre l'assignation à comparaître à Enrique Ayala. FBI. La femme d'Ayala déclara qu'elle ne savait pas où celui-ci était. Il avait disparu. Les agents demandèrent à des Cubains anticastristes de leur dire où se trouvait Ayala. La pression exercée sur Ayala porta finalement fruit et il accepta de rencontrer les autorités. Au bureau de Proper à Washington, Ayala affirma n'avoir joué aucun rôle dans la mort de l'hôtelier. Les enquêteurs lui demandèrent ensuite pourquoi il avait déclaré à un agent que c'était l'as qu'il gardait en réserve. Ayala répondit qu'il ne faisait que plaisanter. Proper cuisina Ayala devant le grand jury. Ayala répondit qu'il ne savait rien du meurtre de l'hôtelier et il invoqua le 5e amendement pour refuser de répondre quand on lui demanda s'il était allé au Chili depuis peu. New York. Quelques jours après le témoignage d'Ayala, l'agent spécial WAC reçut un appel d'un présumé membre d'un groupe anticastriste. Il a dit qu'il arriverait chez moi dans une minute et qu'il voulait me parler. L'agent WAC craignait d'être en danger. La grande question était comment avait-il trouvé mon numéro de téléphone? Et plus important encore, comment avait-il découvert où je vivais? Je suis alors allé voir mon voisin, un agent du service de police de New York, et je lui ai dit « Danny, prends ton arme et sors ». Je lui ai raconté ce qui venait de se produire. Je lui ai parlé de l'appel et lui ai dit que j'ignorais ce qui allait arriver. On s'est caché dehors, dans une ruelle, et moins de 3 minutes plus tard, un type s'est présenté devant mon immeuble. On s'est disputé devant mon immeuble. Il m'a dit que son groupe n'avait rien à voir avec les menaces qui avaient été faites à ma fiancée et il voulait qu'on leur fiche la paix. Je lui ai alors dit que la prochaine fois qu'il se présenterait à ma porte, il rentrerait chez lui dans un sac à dépouilles. J'étais furieux à propos de toute cette situation. Non seulement ma fiancée avait-elle reçu des menaces, mais en plus, ces terroristes étaient venus chez moi. Je me demandais ce qui arriverait ensuite. Loin de reculer, l'agent WAC exerça encore plus de pression sur le groupe. Si les Cubains affichaient autant de nervosité, c'était peut-être parce que le FBI était à 2 doigts d'établir un lien entre l'assassinat et l'auteur de cet attentat à la bombe. L'agent WAC talonna les Cubains, à la recherche de quelqu'un qui saurait quelque chose à ce sujet. Si vous croyez pouvoir intimider le FBI, vous faites erreur. Les agents n'y mettront que plus d'ardeur. Les personnes approchées par l'agent furent distantes, quand elles ne l'insultèrent pas carrément. Mais il continua de chercher des pistes. Finalement, 5 semaines après le meurtre de l'hôtelier, l'agent WAC rencontra un Cubain ayant déjà fabriqué des bombes et qui était prêt à parler. Ce qui l'empêchait de dormir, ce n'était pas la mort de l'hôtelier, mais plutôt celle de la jeune femme, Ronnie Moffett. Pour lui, c'était la goutte qui avait fait déborder le vase. L'homme déclara qu'il avait entendu dire qu'Enrique Ayala, le chef d'un violent groupe anticastriste, avait rencontré un agent secret chilien à plusieurs reprises. Selon lui, les Cubains voulaient montrer leur soutien au gouvernement chilien d'extrême droite. L'agent WAC se servit de ces renseignements pour interroger d'autres informateurs. Ceux-ci lui apprirent qu'Ayala avait été vu en compagnie d'un Chilien blond, de grande taille, ayant l'allure d'un militaire.
Un informateur m'a dit que les nationalistes appelaient cet homme El Flaco, ce qui signifie le maigre ou les flanqués. L'agent Wack venait de mettre au jour un lien entre un agent chilien et le mouvement nationaliste cubain. On disposait maintenant d'indices qui laissaient présumer qu'un agent chilien avait été en contact avec un nationaliste. En outre, ces nationalistes commettaient des attentats à la bombe depuis plusieurs années. La thèse de leur implication devenait de plus en plus vraisemblable. Le FBI concentra son attention sur Santiago au Chili. C'est là que l'agent spécial Bob Scherer cherchait à établir un lien entre Enrique Ayala et les autorités chiliennes. Des représentants d'Interpol au Chili lui apprirent qu'Ayala était venu au pays 2 ans plus tôt et qu'on le soupçonnait d'avoir rencontré des représentants du gouvernement chilien, voire même des membres des services secrets. Grâce à ces nouvelles informations, Gene Proper, l'assistant du procureur fédéral, fit émettre des assignations à comparaître au nom d'Enrique Ayala et de 2 de ses amis afin qu'ils se présentent à nouveau devant un grand jury. Quelques jours plus tard, Proper reçut des menaces de mort sur sa ligne téléphonique privée. Proper en déduisit que leurs actions devaient rendre les membres de l'organisation nerveux. Mais plutôt que de reculer, Proper et l'agent spécial du FBI Carter Cornick décidèrent de mettre les bouchées doubles. Ils firent venir Enrique Ayala à leur bureau. Celui-ci déclara que ses amis et lui invoqueraient le 5e amendement devant le grand jury et qu'ils ne répondraient à aucune question. Les enquêteurs devraient poursuivre leurs recherches pour trouver quelqu'un qui accepterait enfin de parler. L'agent spécial Carter Cornick du FBI. Cette affaire traînait en longueur. On se demandait comment on arriverait à remettre l'enquête sur les rails. 1 mois plus tard, à New York, les services secrets contactèrent l'agent Larry Wack du FBI. Ils avaient arrêté un faussaire spécialisé dans les cartes d'identité qui était prêt à conclure un marché avec les autorités. Il affirmait avoir entendu parler d'un complot entre les frères Ayala pour assassiner Gene Proper, l'assistant du procureur fédéral. Après plusieurs mois d'enquête, ces informations pouvaient constituer la percée que les agents du FBI espéraient. Ainsi, peut-être pourrait-il enfin mettre la main au collet des terroristes. À Washington, une bombe télécommandée avait tué le socialiste et ex-ambassadeur du Chili Orlando Letelier et son assistante. À New York, 8 mois après le double assassinat, un faussaire contacta le FBI. Celui-ci fournissait de faux papiers d'identité aux membres d'un groupe cubain d'extrême droite. Le faussaire affirmait détenir des informations à propos de l'organisation et il désirait conclure un marché avec l'agent spécial Larry Wack du FBI. Il nous a expliqué qu'il était en train de préparer de faux permis de conduire, des passeports et d'autres documents pour des types du mouvement nationaliste. On en a déduit que ces individus se préparaient à s'enfuir, à disparaître. Selon le faussaire, les nationalistes cubains lui avaient confié que si leur chef Enrique Ayala se retrouvait derrière les barreaux, il tuerait le procureur général et son assistant Gene Proper, à qui l'enquête avait été confiée. L'agent Wack proposa de parler au service secret en faveur du faussaire si, en échange, celui-ci acceptait de recueillir des informations à propos d'Enrique Ayala et de son frère Sanchez. Le faussaire accepta à contre-cœur. Il déclara qu'il devait rencontrer Sanchez Ayala sous peu pour lui remettre de fausses cartes d'identité. Le soir de la rencontre, l'agent Wack se rendit secrètement sur place. Il vit le faussaire arriver. Celui-ci avait caché une fausse carte d'identité dans un magazine. On a pu corroborer à son insu plusieurs éléments dont il nous avait parlé. Quand les agents virent Ayala sortir du restaurant avec le même magazine, ils surent que leur informateur n'avait pas menti en disant travailler pour les frères Ayala. Peut-être que ceci conduirait maintenant les agents à leur contact chilien. 2 semaines et demie plus tard, l'informateur du FBI remit d'autres fausses cartes d'identité à Sanchez Ayala. À la fin de la rencontre, Sanchez déchira un billet d'1 $ en 2 et il en donna une moitié au faussaire.
Sanchez lui dit ensuite qu'un grand Chilien blond allait bientôt le contacter et qu'il détiendrait l'autre moitié du billet. Cette affaire était en train de se transformer en un film de James Bond, entre les billets de banque déchirés et tout le reste. Mais il y avait ce type blond de grande taille, dont on avait déjà entendu parler, qui revenait à la surface. Le FBI doutait que le mystérieux agent des services de renseignement secrets vienne rencontrer le faussaire aux États-Unis. Les services de renseignement chiliens étaient certainement capables de fabriquer leurs propres fausses pièces d'identité. Les agents suivirent Sanchez et Ayala jusqu'à Miami, en espérant qu'il les conduirait à son frère. Mais après plusieurs jours de filature, ils perdirent sa trace. 2 semaines plus tard, le FBI eut un coup de chance quand un Chilien blond, de grande taille, approcha le faussaire. Au début, l'homme se contenta de lui parler de moto. Mais avant de partir, il déclara qu'un ami d'Enrique Ayala allait bientôt le contacter pour avoir de faux papiers. Dès qu'il entendit parler du grand Chilien blond, l'agent Wack organisa une rencontre avec le faussaire. L'agent montra au faussaire une série de photos, notamment la photo de passeport de l'agent des services de renseignement chilien qui avait tenté de venir en territoire américain sous le nom d'emprunt de Juan Williams. Je lui ai montré les photos et il a immédiatement pointé celle de Williams et dit « C'est ce type, j'en suis sûr ». Les enquêteurs disposaient enfin d'un nom pour enquêter sur le mystérieux étranger. Ils se rendirent au Chili pour en apprendre le plus possible sur l'homme se faisant appeler Juan Williams. À Santiago, l'agent spécial Bob Scherer découvrit qu'il n'y avait personne du nom de Juan Williams qui travaillait pour le gouvernement ou les forces armées. Washington. 1 an s'était écoulé depuis l'assassinat du socialiste Orlando Letelier, l'ex-ambassadeur du Chili, et de son assistante Ronnie Moffett. Les enquêteurs croyaient que des Cubains anticastristes qui travaillaient de concert avec les services de renseignement chiliens avaient orchestré ce meurtre. Les enquêteurs décidèrent d'approcher directement le gouvernement chilien pour obtenir des informations sur l'agent qui avait rencontré les terroristes cubains et qui utilisait le pseudonyme de Juan Williams. On pouvait exercer une pression directe. Selon nos sources, un agent du gouvernement chilien rencontrait régulièrement des terroristes aux États-Unis. Ces faits étaient embarrassants pour le Chili. Il devait nous fournir des explications. À Santiago, au Chili, l'agent Scherer annonça à un représentant du gouvernement chilien que le FBI souhaitait interroger Juan Williams et l'autre agent ayant déposé une demande de visa de séjour aux États-Unis sous un nom d'emprunt. Le gouvernement américain pouvait poursuivre les 2 hommes pour avoir demandé des visas en présentant de faux passeports. Les Chiliens répondirent qu'ils allaient mener leur propre enquête. Après 1 mois d'attente sans réponse du Chili, Proper intenta une poursuite. Il ajouta à son envoi soupli non cacheté les noms d'emprunt des agents et une note dans laquelle il soutenait qu'ils avaient joué un rôle important dans le meurtre de Letelier. Si le gouvernement chilien avait orchestré ce meurtre, Proper avait l'intention de l'en tenir responsable. J'ai fait un résumé de ce que les indices montraient et j'ai collé cette lettre sur mon paquet. Personne n'avait jamais fait ça et le département d'État a même blagué à ce sujet. Je me disais que lorsque cette affaire serait publique, et je m'étais assuré qu'elle le deviendrait, cela sèmerait la panique chez les Chiliens. Par la suite, les photos qui, elles, se trouvaient sous pli cacheté, se sont retrouvées dans les médias. Des articles sur l'affaire firent la une de journaux partout dans le monde. On y accusait le DINA, les services de renseignement chiliens, d'avoir orchestré ce meurtre. Ça a semé un vent de panique chez les Chiliens parce qu'on laissait entendre que le DINA était impliqué dans le meurtre de Letelier avec des Cubains. Les Chiliens ont alors déclaré vouloir rencontrer le secrétaire d'État et le procureur général. Les articles parus au sujet de l'affaire contenaient plusieurs tuyaux intéressants pour le FBI. Un journal en particulier avait identifié le mystérieux agent blond connu sous le pseudonyme de Juan Williams. L'affaire prit une tournure inattendue quand on apprit qu'il était né aux États-Unis. L'agent spécial Carter Cornick du FBI. Quand on a appris que l'un d'entre eux était de nationalité américaine, on était plus que jamais résolu à camper sur nos positions. Pourquoi ce citoyen américain travaillait-il pour les services de renseignement chiliens?
Le bureau des passeports américains signala qu'un certain Michael Tonley correspondait à la description de l'agent blanc. Selon les registres, il vivait présentement au Chili. Il avait 36 ans, il était né en Iowa, mais il avait grandi au Chili. Les agents se rendirent ensuite à Fort Lauderdale pour vérifier une autre information selon laquelle Juan Williams était en fait Kenneth Enyart. Celui-ci avait acheté du matériel de surveillance électronique pour le compte du gouvernement chilien. Le propriétaire d'un magasin de matériel électronique où l'on vendait des microphones et d'autres équipements de surveillance sophistiqués identifia Juan Williams sur la photo de passeport comme étant Kenneth Enyart. Le propriétaire fournit des documents qui montraient qu'Enyart avait acheté du matériel le jour même de l'attentat à la bombe ayant tué Letelier. Il montra également aux agents une lettre du gouvernement chilien qui autorisait Kenneth Enyart et Michael Tonley à faire des achats en son nom. Le FBI croyait maintenant que Kenneth Enyart était un autre pseudonyme de Michael Tonley et que le gouvernement chilien avait joué un certain rôle dans le meurtre. Le FBI disposait maintenant d'un premier suspect important dans cette affaire. Le lendemain, à New York, l'agent spécial Larry Wack rencontra le faussaire devenu informateur. Celui-ci surveillait un groupe de nationalistes cubains d'extrême droite que le FBI soupçonnait d'avoir collaboré avec le gouvernement chilien. L'agent Wack voulait savoir comment ils avaient réagi en apprenant que le FBI avait identifié leur contact chilien comme étant Michael Tonley. Tous les membres de la communauté qui avaient des liens avec le mouvement nationaliste se sont mis à paniquer. Ils disaient « Le chat est sorti du sac, ils savent qui c'est, il faut qu'on disparaisse ». Wack exerça de la pression sur le faussaire afin que celui-ci organise une rencontre avec le suspect clé du mouvement nationaliste avant qu'il ne disparaisse. J'ai dit au faussaire de leur dire tout bonnement que j'étais allé le voir, que j'avais découvert qu'il avait des liens avec les nationalistes et que je lui avais remis une assignation à comparaître devant un grand jury. Le plan fonctionna. Le faussaire rencontra le suspect sous le prétexte de lui demander conseil. Le suspect lui conseilla d'invoquer le 5e amendement et de garder le silence. Le faussaire lui demanda alors pourquoi à quelques reprises. Il a dit « On l'a tué. On le sait et ils le savent. » C'était exactement ce qu'on souhaitait obtenir. L'assistant du procureur Gene Proper et l'agent spécial Carter Cornick du FBI tentèrent d'assembler les indices. C'est une chose que d'avoir un contact en qui on peut faire confiance. Mais c'en est une autre d'avoir des preuves formelles. Les enquêteurs espéraient plus que tout trouver quelqu'un qui passerait aux aveux. Ils souhaitaient que cette personne soit Michael Tonley, mais pour le faire passer aux aveux, ils devaient d'abord le trouver. L'étape suivante serait d'aller au Chili et d'essayer de contraindre, d'une façon ou d'une autre, le gouvernement chilien de collaborer avec nous dans cette enquête. Le fait que ces deux hommes aient présenté de faux passeports pour demander un visa de séjour aux États-Unis une semaine avant le meurtre nous apparaissait particulièrement suspect. Au cours des 2 semaines suivantes, Proper et le gouvernement américain exercèrent une énorme pression sur le Chili. Malheureusement, le gouvernement chilien opposait toujours de la résistance au procureur. Les Chiliens ont dit que cela provoquerait le renversement de leur gouvernement. On leur a répondu que cet homme était un Américain, qu'il avait commis un crime aux États-Unis et qu'on voulait le retrouver. On ne nous a pas permis de contacter les personnes à qui l'on aurait voulu parler au sein des services des renseignements chiliens. Mais parallèlement, certains Chiliens haut placés ont accepté de collaborer avec nous secrètement. Dans les coulisses, le gouvernement de Pinochet proposa un marché aux Américains. Il remettrait Tonley aux mains des Américains à condition que les États-Unis promettent de ne pas se servir de son témoignage contre le Chili. Les États-Unis acceptèrent. Le lendemain, des policiers chiliens emmenèrent Michael Tonley faire une promenade en voiture. Celui-ci espérait que les services de renseignement le protégeraient, voire même le récompenseraient en lui offrant des vacances prolongées dans un secteur isolé.
Il n'avait pas la moindre idée de ce qui l'attendait. L'agent des services de renseignement chiliens et présumé complice d'un attentat à Michael Townley croyait qu'il s'apprêtait à partir en vacances. Mais les agents du FBI l'attendaient à l'aéroport pour l'arrêter. L'agent spécial Carter Cornick du FBI. Il y avait un vol d'Air équadorian qui partait pour New York. L'avion a été retenu sur la piste sur l'ordre du gouvernement chilien jusqu'à notre arrivée. On nous a alors remis Townley. Celui-ci était désorienté. Il avait peur. Il ne pouvait pas croire que le gouvernement chilien l'ait trahi. Pendant le vol, Townley refusa de parler en l'absence de son avocat. Une fois aux États-Unis, le FBI détint Townley à la base navale de Quantico en Virginie. Les agents le soupçonnaient d'avoir assassiné un diplomate chilien avec l'aide de Cubains d'extrême droite. Mais la seule accusation qu'on pouvait porter contre lui était relative au faux passeport qu'il avait présenté. Townley rencontra son avocat pendant que l'assistant du procureur Gene Proper se préparait à lui proposer un marché. Ça ne serait pas facile parce qu'on ne pouvait pas prouver que Townley avait commis un meurtre. On n'avait rien contre lui, mis à part le fait qu'il avait présenté un faux passeport. Miami, en Floride. Les agents eurent un coup de chance lorsqu'un policier de Miami Alert reconnut un des hommes reliés à Townley dans l'affaire du meurtre. Il s'agissait d'Enrique Ayala, le chef du mouvement nationaliste cubain. You're Enrique Ayala, aren't you? No, sir. Please take off your sunglasses. Let me see some identification, sir. Seguro que sí. L'agent Carter Cornick et le procureur Gene Proper profitèrent de l'arrestation d'Ayala et de celle d'autres présumés membres du groupe pour exercer de la pression sur Townley. Enrique Ayala has been arrested. On a rencontré Townley et on lui a dit qu'on avait arrêté les Cubains et qu'on conclurait un marché avec le premier d'entre eux qui accepterait de parler. On savait que les Cubains ne parleraient jamais, mais on ne l'a pas dit à Townley. Il devait croire qu'on savait ce qui était arrivé, qu'on l'avait identifié, qu'on l'avait ramené aux États-Unis. Il devait craindre qu'on détienne toutes les informations sur lui. Mais en fait, tout ce qu'on avait contre lui, c'était un délit pour usage de faux passeports et le fait qu'on savait qu'il avait rencontré les Cubains. Malheureusement, à moins que les Cubains ou Townley ne parlent, on ne pourrait pas porter cette affaire devant les tribunaux. Après des heures de négociation, Townley accepta de coopérer en échange d'une peine d'emprisonnement réduite de 10 ans. Townley déclara qu'il était un agent secret hautement spécialisé et un assassin pour les services de renseignement chiliens. Il travaillait pour la police secrète chilienne qui était menée par un général. Il estimait que les assassinats qu'il avait commis avaient été ordonnés par le gouvernement. La police secrète voulait voir Letelier mort parce qu'il vivait aux États-Unis, qu'il faisait connaître ses opinions et qu'il jetait le discrédit sur le gouvernement de Pinochet. Letelier rencontrait les sénateurs au Congrès, il se prononçait un peu partout dans le monde. Or, le gouvernement de Pinochet était un gouvernement répressif d'extrême droite et Letelier était un bon orateur. Il était une source d'ennui pour le gouvernement chilien. Il ne s'agissait pas du premier assassinat de Townley. Cet expert en électronique et en fabrication de bombes avait participé à plusieurs assassinats, aussi bien en Amérique du Sud qu'en Amérique du Nord et en Europe. Cet homme était certainement l'homme le plus dangereux que j'ai jamais rencontré. Il se vantait de son rôle dans la fabrication de bombes, ayant tué des gens. Et il justifiait ses actes en affirmant que Letelier était un soldat, tout comme lui. Townley déclara qu'il avait fabriqué une bombe dans une chambre de motel et qu'il l'avait ensuite fixée sous la voiture de Letelier pendant la nuit. Les Cubains, qui espéraient créer des liens avec le gouvernement chilien, avaient accepté de participer à cet attentat. Townley leur avait confié la mission de faire exploser la bombe. Il était ensuite parti pour la Floride, après avoir laissé une télécommande aux Cubains. Il déclara qu'il ignorait toutefois qui avait appuyé sur le bouton. Letelier n'intéressait pas particulièrement les Cubains. Il voulait seulement avoir des liens avec la police secrète chilienne, et ce pour plusieurs raisons. Le Chili pourrait leur donner asile s'ils avaient des problèmes aux États-Unis.
En outre, ils avaient des idéologies semblables, étant eux aussi d'extrême droite. Ils croyaient également pouvoir obtenir du DINA, du matériel et peut-être même de l'argent. Pour prouver les dires de Townley, le FBI fit l'acquisition d'une voiture semblable à celle de la victime et ils demandèrent au suspect de fabriquer une bombe identique à celle qui avait tué le diplomate. Tout a été filmé par le FBI afin qu'on puisse utiliser ces images lors du procès. Les composantes de la bombe étaient identiques. Mais la question qu'on se posait, c'était si les résultats seraient les mêmes. On ne le savait pas. Stand by for detonation. All right, guys, here we go. 3, 2, 1. Quand la poussière est retombée, j'ai regardé la voiture qui venait d'exploser. Elle était identique à celle que j'avais vue 2 ans plus tôt sur les lieux du crime. Je n'en croyais pas mes yeux. Je me suis retourné pour regarder Michael Townley. Son visage était livide. Il a dit qu'il voulait partir. J'ai demandé à 2 de nos agents de le raccompagner à la voiture. Townley avait été mêlé à plusieurs crimes, mais il n'avait jamais porté le coup fatal. Il commettait ses crimes à distance et ne voyait pas ses victimes. C'était un soldat. On lui donnait l'ordre d'assassiner quelqu'un et il obéissait, mais ce n'était pas lui qui commettait le crime. Quand il a vu l'effet de sa bombe, il a semblé en être très affecté. 2 ans et demi après l'assassinat de Letellier, les frères Ayala et un de leurs complices comparurent devant les tribunaux. Les photos des 2 voitures réduites en charpie constituèrent les preuves les plus convaincantes. Les ressemblances entre les 2 explosions étaient frappantes. Après 7 semaines de procès, le jury est entré en délibération et a demandé à revoir 2 éléments de la preuve. L'un d'eux était les photos des voitures. 1 heure plus tard, les jurés ont déclaré les prévenus coupables de tous les chefs d'accusation. La Cour condamna Enrique et Sanchez Ayala pour avoir participé au complot pour meurtre, mais lors d'un second procès, leur peine fut annulée sur un point de procédure. Au cours des 20 années qui suivirent, 2 autres nationalistes anticastristes et 3 représentants des autorités chiliennes se retrouvèrent derrière les barreaux pour le meurtre de Letellier. L'agent spécial Carter Koenig du FBI croit que l'assassinat de Letellier est le résultat d'un malentendu tragique. Je crois qu'il a été assassiné pour 2 raisons. D'abord pour ses actes. À cause de ses déclarations, les Pays-Bas avaient cessé de prêter des fonds au Chili. Et deuxièmement, les Chiliens le percevaient comme une menace. Mais en réalité, ce n'était pas le cas. De plus, les militaires chiliens croyaient que Letellier était en train de former un gouvernement pendant son exil aux États-Unis. Mais ce n'était pas vrai. Ils étaient seulement un peu trop paranoïaques. Des documents trouvés après la chute du dictateur chilien Augusto Pinochet ont confirmé plus tard que son gouvernement avait commandé la mort de Letellier. Le travail acharné des agents du FBI pour faire condamner ces assassins et pour résoudre cette enquête complexe a permis d'attirer l'attention de pays sans scrupules. Je crois que ça a envoyé un message au gouvernement qui avait l'intention de faire assassiner des gens à l'extérieur des frontières de leur pays. Vous feriez mieux d'y penser à 2 fois avant de faire ça.